Entrez, nous vous attendions. Nous savons que vous regardez cette vidéo sur notre site web ou notre chaîne YouTube parce que vous voulez connaître les étapes exactes pour accélérer la procédure de ce type de document aussi rapidement et facilement que possible. Alors attachez votre ceinture, c'est parti. Si vous voyez cette vidéo, c'est que vous voulez savoir comment accélérer vos démarches. Un PASL, un certificat médical d'aptitude, est un document considéré comme non enregistrable par le secrétaire d'État du Texas. Quel en sera le coût? Quels sont les délais actuels de traitement et comment commander une apostille du Texas avec nous? D'abord, les documents non enregistrables par le secrétaire d'État du Texas, comme un certificat médical d'aptitude, ne peuvent ne pas nous être envoyés par email ou fax. Pour faire apostiller, sauf exception, vous devez nous envoyer ou déposer l'original du certificat médical d'aptitude signé à l'encre. Les photocopies ne sont pas acceptées à notre bureau principal d'Austin, au Texas. Ensuite, tout document non enregistrable doit être notarié à l'encre par un notaire du Texas. N'utilisez pas de notaire d'un autre État ou étranger. Vous devez utiliser un notaire du Texas. Ensuite, vous, un avocat ou un notaire du Texas, devez inclure ou joindre à votre document non enregistrable soit ce texte de jurat ou d'attestation de notaire du Texas, comme indiqué ici. Donc, sur votre certificat médical d'aptitude, qui peut porter différents noms. Ce qui est un certificat médical d'aptitude, cela varie selon les pays différents. Les entités à travers le monde l'appellent de différentes façons. C'est essentiellement destiné à d'autres pays. Ils veulent s'assurer que vous êtes une personne en bonne santé, que vous n'avez pas de maladie contagieuse. En résumé, ils veulent que vous obteniez cela d'un médecin aux États-Unis. Ils souhaiteraient avoir quelque chose d'écrit, leur indiquant en détail vos constantes vitales, un certificat de bonne santé clair. C'est ainsi. Donc, si votre document n'indique pas clairement certificat médical d'aptitude, cela ne veut pas dire que ce n'en est pas un. C'est simplement le terme approprié pour cela. Vous obtenez simplement une lettre ou un certificat. On appelle ça un certificat, mais en réalité, c'est juste une lettre. C'est une lettre médicale d'un docteur en médecine. Un médecin, souvent ni dentiste ni ophtalmos ne le délivre. Délivré par un médecin aux États-Unis. Il suffit simplement de rédiger une lettre, généralement sur papier à en-tête, signée par le médecin, très important. Dans d'autres cas, il se peut qu'une infirmière soit chargée de le signer, ou peut-être même un responsable administratif. Mais en général, les pays veulent que ce soit le médecin, le docteur qui signe. C'est donc très important car cela est souvent mal fait, tout le temps par les notaires. Et puis, il peut y avoir un notaire dans le cabinet du médecin, mais il ne le fera pas correctement. Donc, je vais vous montrer ce que vous devez faire. Vous devez donc mettre sur le document soit l'un, soit l'autre de ces éléments. Donc, pas les deux. Il est écrit ou ici, ce n'est pas pour rien. C'est l'un ou l'autre. Ne faites pas les deux, un seul. Assurez-vous de dire au cabinet du médecin d'en choisir un. Ils peuvent soit mettre le jurat du notaire du Texas à remplir sur le certificat, soit utiliser le texte d'attestation du Texas. C'est juste ici. La plupart des gens ne le font pas car c'est vraiment très long comme vous pouvez le voir. D'accord, tout ce que vous avez à faire, c'est d'imprimer ou de cliquer ici, cliquer sur ce bouton et cela va, vous pouvez imprimer tout ce texte. Je viens de vous le montrer juste ici. Et ensuite, vous pouvez simplement prendre ce PDF et l'envoyer par email au médecin chez qui vous allez. Et pour le notaire juré du Texas, il suffit de cliquer sur ce PDF et vous pouvez le télécharger ou simplement, puis vous pouvez simplement l'envoyer par email au cabinet du médecin. Et vous lui dites qu'il doit mettre soit ce texte ici, ils peuvent simplement copier-coller et mettre ce texte sur le certificat médical ou la lettre médicale, ou bien ils peuvent l'imprimer et l'attacher à la lettre. Peu importe, tant que tout ce texte y figure. Et ceci est très important sur ce document. Nous disons que nous simplifions pour les notaires et les notaires du Texas font constamment cette erreur. Il est indiqué imprimer le nom du médecin ou du détenteur médical. D'accord. Donc, si vous vous rendez chez un professionnel de santé, le notaire est tenu d'inscrire son nom à cet endroit précis. Le nom complet du médecin ou du détenteur médical. D'accord. Encore une fois, il se peut que parfois le médecin ne le signe pas. Cela peut être quelqu'un de son cabinet. Cela peut être une infirmière diplômée ou quelque chose comme ça. Mais peu importe qui signe le document, ce ne sera pas vous. Assurez-vous donc que le notaire ne peut pas inscrire son nom ici, ni votre nom ni le leur. Le notaire peut aussi se tromper et inscrire le nom imprimé au mauvais endroit sur la ligne prévue à cet effet, que je ne peux pas surligner pour une raison quelconque. Et cette case juste ici où il est écrit imprimer le nom du détenteur médical. C'est ici que le notaire vous inscrit, peu importe qui signe la lettre, soit le médecin ou une autre personne de l'établissement médical où vous vous rendez. Ils n'inscrivent pas votre nom, ils n'inscrivent pas le nom du notaire. Assurez-vous simplement de dire au notaire et au cabinet, si c'est eux qui s'en occupent, de ne pas le faire. Et c'est imprimé ici, tout ce qui est ici, on dit d'imprimer pour une raison imprimée. D'accord? La signature,
Le notaire la signe juste ici, mais partout ailleurs, il faut imprimer. Il se trompe tout le temps là-dessus aussi. Les gens signent leur nom ici sur cette ligne, mais ce n'est pas ça. Il faut l'imprimer. Assurez-vous simplement, car c'est une erreur. Parce que s'ils font l'erreur, ça va être rejeté par l'État et vous allez perdre votre argent. Vous allez devoir tout recommencer et réussir la deuxième fois. Nous voulons que ce soit bien fait dès la première fois. Vous pouvez utiliser un e-notaire du Texas, aussi appelé notaire en ligne ou virtuel, pour faire notarier votre document via Zoom ou par visioconférence si vous ne résidez pas actuellement au Texas ou aux États-Unis. Dans ce cas, utilisez notre page, contactez-nous pour nous envoyer votre document signé et notarié électroniquement, évitant ainsi tout envoi postal ou déplacement en personne. Pour y accéder, cliquez simplement ici, là ou encore ici. Sur notre page de commande d'apostille du Texas, accessible via le bouton en bas de page, remplissez le formulaire en ligne, imprimez-le, puis envoyez-le nous avec un bordereau FedEx ou UPS prépayé afin que nous puissions renvoyer vos documents à vous ou à la personne de votre choix. Encore une fois, si vous utilisez l'option de notaire électronique, vous n'avez rien à déposer ni à nous envoyer par courrier. Vous allez nous téléverser 3 éléments sur notre page de contact que je viens de vous montrer comment trouver. Donc, sur notre page de contact, vous allez téléverser premièrement, la notarisation électronique que vous avez effectuée au format PDF, ainsi que le bordereau d'expédition FedEx ou UPS qui sera également au format PDF. Sur FedEx.com et UPS.com, ils ne vous donnent l'étiquette d'expédition prépayée qu'au format PDF. Donc, donnez-nous simplement le fichier PDF original. Ne le modifiez pas. N'essayez pas de le scanner. Ne le transformez pas en document Word. Nous avons vu toutes sortes de choses étranges pour gâcher le processus. Fournissez simplement le PDF original obtenu sur FedEx.com ou UPS.com. Ensuite, troisièmement, vous allez téléverser notre bon de commande au format PDF. Sur notre page, remplissez-le en ligne sans l'imprimer. Comme vous l'avez reçu électroniquement, vous n'allez pas nous l'envoyer par la poste ni le déposer. Allez dans vos paramètres. Dans les options d'impression, choisissez Enregistrer au format PDF. Enregistrez ce formulaire en PDF, puis téléchargez-le sur notre page de contact. Ainsi, aucun déplacement n'est requis. Pas besoin de quitter chez vous, rien à envoyer par la poste. C'est vraiment, vraiment simple. Ensuite, il y a l'étape numéro 2 qui concerne les instructions d'expédition. C'est l'étape 2. Je vais vous expliquer comment vous allez nous envoyer des documents et comment nous allons vous les renvoyer, donc l'expédition aller et retour, et comment vous devez créer les étiquettes d'expédition et ce que vous devez faire. Donc, selon que vous obtenez des documents au niveau de l'État fédéral ou de l'ambassade, des apostilles ou les trois, si vous allez par exemple dans un pays non signataire de la Convention de la Haye, vous devez passer par ce qu'on appelle un processus de légalisation ou d'attestation de documents. Pour un document au niveau de l'État, comme un acte de naissance pour le Vietnam ou la Thaïlande, il faut d'abord l'authentifier au niveau de l'État du Texas, puis par le département d'État des États-Unis et enfin par l'ambassade de ce pays. C'est la troisième étape. Je vais donc vous expliquer tout cela, notamment comment vous devez gérer l'expédition. Pour envoyer vos documents, il n'y a en fait que 2 options. La première, recommandée à 99 consiste à choisir la livraison express. Sinon, envoyez-les directement par courrier à notre adresse d'Austin, qui figure sur le bon de commande ainsi que dans les instructions d'expédition. Ou si vous habitez dans la région d'Austin, vous pouvez déposer vos documents chez nous. Encore une fois, cela n'accélère pas le processus, ce que nous expliquons à l'étape 3. L'envoi par courrier ou le dépôt n'impacte pas le processus. Ce n'est pas un service sans rendez-vous. Vous ne pouvez pas entrer dans notre bureau et en ressortir avec l'apostille. Les apostilles proviennent du secrétaire d'État du Texas, du département d'État à Washington ou d'un consulat étranger. Nous gérons toutes ces légalisations via notre bureau de la capitale. Bureau. Dans toutes les ambassades étrangères à Washington, D.C., où se situent 99 de toutes les ambassades du monde. Voici donc la marche à suivre. Donc, si vous comptez nous envoyer vos documents par courrier, s'il vous plaît, n'utilisez pas la poste. N'utilisez pas la poste des États-Unis. Ils perdent constamment des documents. Ils perdent des milliards de dollars par an pour une raison. Nul, pas fiable. Ne les utilisez pas. N'envoyez pas vos documents chez nous par courrier et ne demandez pas non plus de retour par ce biais, car le suivi est souvent catastrophique. Nous recommandons FedEx, mais si vous préférez UPS ou si vous êtes en Europe, en Amérique du Sud ou centrale, je sais que là-bas, le plus courant reste DHL. Mais encore une fois, le service le plus fiable est celui que nous recommandons. Et nous expédions avec eux chaque jour. Et nous expédions jusqu'à 10 000 documents. Et nous avons des clients sur 6 continents. Nous n'avons pas encore l'Antarctique. C'est FedEx. Ils sont de loin les plus fiables. Si vous ne voulez pas que vos documents soient endommagés ou perdus, ils sont les plus fiables. Et ils sont les moins chers si vous envoyez des documents aux États-Unis. De loin. Et je vais vous donner un exemple. Nous expédions à notre bureau de Washington, D.C. depuis Austin, Texas. C'est en plein centre du Texas, aussi loin que possible à travers le pays, jusqu'à l'océan Atlantique, jusqu'à Washington, D.C. Cela nous coûte $10,95
Pour envoyer des documents en 2 jours par FedEx à notre bureau de DC, bureau, si nous utilisons UPS, pour le même délai, c'est plus de 40 $. Si nous utilisons la Poste, c'est plus de 20 $, environ 23 $, plus du double. Donc, si vous envoyez des documents, FedEx est bien moins cher qu'UPS ou la Poste dans ce cas, surtout si vous avez besoin d'un envoi rapide en une nuit ou en 2 jours. La plupart des gens ne réalisent pas que c'est uniquement si vous utilisez l'option FedEx One et notre vidéo sur nos pages d'expédition va expliquer cela. Je vais vous expliquer cela. Voici donc les liens sur lesquels vous allez cliquer. Donc, cela fera une longue vidéo, encore une vidéo de 15 à 20 minutes. Elle va vous guider à travers une option absente des sites FedEx ou UPS. Nos captures d'écran et une vidéo expliquent, étape par étape, comment créer une étiquette de retour prépayée sur fedex.com ou ups.com. Où que vous soyez dans le monde, vous pouvez créer une étiquette d'expédition prépayée en ligne, puis l'imprimer pour nous l'envoyer par courrier ou simplement nous transmettre le PDF fourni. C'est uniquement un PDF. Vous ne pouvez pas nous envoyer des étiquettes d'expédition en format Word, GIF ou JPEG. Vous avez besoin du PDF original que UPS et FedEx vous fourniront. En cliquant sur ces liens, une vidéo et des captures d'écran vous guideront pour vous expliquer comment faire cela où que vous soyez. D'accord. Et ensuite, si vous expédiez à l'international, vous devez remplir ce qu'on appelle généralement une facture ou un reçu de douane. Un reçu. C'est ce que vous devez faire. Vous cliquez sur ceci, celui-ci pour FedEx et celui-là pour UPS et nous avons déjà un modèle pré-rempli pour vous. Il ne vous reste plus qu'à le compléter. Ensuite, signez votre nom et indiquez la date dessus. C'est tout, c'est déjà fait pour vous. Encore une fois, selon le pays, ce n'est normalement pas nécessaire, mais nous le faisons toujours par précaution. Nous vous demandons de le faire si vous expédiez à l'international, si vous envoyez votre document depuis les États-Unis vers un autre pays. Par exemple, le Mexique ne s'en soucie pas vraiment, mais vous pouvez quand même le faire, mais pour FedEx, ils ne s'en préoccuperont pas vraiment. Mais dans la plupart des autres pays du monde, pour passer la douane, vous allez vous assurer d'avoir ça. D'accord? Et puis, autre point important, vous ne pouvez pas inscrire notre nom sur l'étiquette d'expédition. Je vais me répéter. Vous ne pouvez inscrire ni notre nom, ni notre numéro de téléphone, ni notre adresse nulle part sur votre colis de retour. Il s'agit de l'envoi que nous vous réexpédions. Donc, nous avons apostillé votre document et maintenant vous souhaitez qu'il vous soit renvoyé ou envoyé à un cabinet d'avocat ou dans un autre pays, ou à un ami, un membre de la famille, un collègue, une entreprise ou une entité gouvernementale. Ou que vous souhaitiez que nous l'envoyions, c'est vous qui créez une étiquette d'expédition prépayée, d'accord? Vous êtes l'importateur et l'expéditeur, donc vous ne pouvez pas y mettre notre nom. Si cela passe par la douane, nous serons facturés et nous recevons des factures de plusieurs centaines de dollars. Ce n'est pas le nôtre, donc nous ne renverrons pas vos documents si vous mettez notre nom dessus. Imaginez cela comme une enveloppe envoyée à quelqu'un en haut à gauche. Aux États-Unis, vous indiquez l'expéditeur pour le retour, c'est-à-dire que si l'adresse à laquelle vous l'envoyez est incorrecte et que la poste ne peut pas la livrer, ils vont vous renvoyer ce courrier. C'est ce que nous demandons. Vous ne pouvez pas mettre notre adresse. Vous devez en mettre une autre, n'importe laquelle. Vous pouvez mettre celle d'un ami, d'un membre de votre famille, d'un collègue ou d'une entreprise. Qu'importe. Vous ne pouvez pas mettre nos infos dessus. À nouveau, mettez simplement les vôtres. C'est ce que font les gens. Mettez votre adresse en expéditeur et destinataire. Alors, pour un renvoi en Europe, par exemple, si un proche est aux États-Unis, utilisez simplement son adresse. Encore une fois, ceci n'est valable que si votre colis vous est retourné. Il leur faut une adresse pour le retour ou la douane, notamment pour facturer d'éventuels frais. Peu importe la raison, vous ne pouvez juste pas utiliser notre adresse. C'est très simple. De nouveau, pour les deux cas, cliquez ici, voyons ce que ça signifie et comment faire. Lorsque vous allez sur FedEx ou chez UPS en ligne, on vous demande l'origine de l'envoi. Vous ne pouvez simplement pas utiliser notre adresse ou notre numéro. C'est très simple. Beaucoup de gens le font tous les jours sans exception. On dit que c'est impossible. Si, c'est possible. Vous vous y prenez mal. Suivez nos instructions. Faites-le en ligne. N'essayez pas de faire cela dans un magasin FedEx ou UPS, car bien souvent, ces personnes ne savent pas de quoi elles parlent. Vous pouvez simplement le faire en ligne. Nous le faisons tous les jours, depuis tous les pays du monde. Vous pouvez créer l'étiquette en ligne sans utiliser notre adresse. Parce que, encore une fois, c'est vous qui créez l'étiquette en ligne et qui la payez. Pas nous. Nous faisons simplement le dépôt chez FedEx, UPS ou DHL pour vous. Donc, vous ne pouvez pas mettre notre adresse, car alors nous, techniquement, aux yeux de FedEx, UPS ou DHL, nous serions alors l'importateur. Nous serions l'expéditeur. Toute responsabilité légale retombe sur notre entreprise et notre politique nous interdit d'accepter cela. Donc, n'utilisez pas notre adresse sur les étiquettes d'expédition. C'est crucial, car nous n'expédierons rien, c'est certain. Nous ne le renverrons pas. Nous vous demanderons de nous envoyer une nouvelle étiquette d'expédition. Pour les commandes internationales, notre adresse et notre numéro ne doivent pas y figurer. Autrement, nous ne pourrons pas renvoyer le colis. C'est donc très important.
Si vous avez besoin de récupérer ces documents rapidement, cela risque de retarder le processus de plusieurs jours. Dès réception de la nouvelle étiquette, nous vous contacterons. Veuillez suivre ces instructions sans inclure notre nom, adresse ou numéro sur cette étiquette prépayée. Voilà pour l'expédition. Encore une fois, c'est très simple. Il vous suffit, encore une fois, si vous allez déposer des documents chez nous, assurez-vous que vous pouvez aussi les déposer chez nous. Et ensuite, fournissez-nous une étiquette prépayée pour le retour. Vous les déposez chez nous au cas où vous voudriez un renvoi par la poste. Beaucoup de gens font ça aussi. Vous allez en ligne, créer votre étiquette et passer en agence à Austin, déposer vos documents. Puis, le jour même ou sous 2 jours, comme expliqué à l'étape 3, ensuite, le secrétaire d'État les délivrera. Ou au gouvernement fédéral ou à l'ambassade, alors nous vous les renverrons. Voilà, c'est à peu près tout. Merci. Ceci est l'étape 3. Je vais passer en revue les tarifs actuels que nous proposons. Et si jamais vous comptez nous déposer des documents officiels, sachez que nos délais de traitement actuels, à la date d'aujourd'hui, sont en ce dimanche 30 novembre 2025. Donc, si vous allez nous déposer des documents, ce que vous devrez faire, c'est que vous devrez imprimer notre formulaire de commande que vous remplissez en ligne, sur lequel vous allez cliquer juste ici en bas. En cliquant ici, vous accéderez à la page de notre formulaire de commande que vous devrez remplir en ligne puis imprimer. Et il y a une autre vidéo là-bas qui explique comment remplir le formulaire de commande et tout ce qui s'y rapporte. Donc, si vous allez, encore une fois, si vous allez nous envoyer vos documents par la poste, ce que la plupart des gens font, vous imprimez notre formulaire de commande et vous l'envoyez avec vos documents. Comme nous l'indiquons à l'étape 2, vous nous l'envoyez. Si vous choisissez de déposer vos documents en personne, ce qui ne va pas accélérer le processus, et je vais expliquer pourquoi. Si vous souhaitez déposer vos documents dans notre bureau d'Austin, qui est le seul emplacement, pas Houston, pas Dallas, uniquement notre bureau d'Austin, vous pouvez y déposer vos documents. Donc, si vous habitez dans la région d'Austin, vous devez imprimer notre formulaire de commande et l'apporter avec vos documents. Et maintenant, je vais vous parler de nos horaires de dépôt. Pour le service, le jour même, nous déposons vos documents juridiques auprès du secrétaire d'État du Texas si nous les recevons avant midi, heure normale du centre, du lundi au vendredi, hors principaux jours fériés, fédéraux ou d'État. Cela dépend de l'ouverture du secrétaire d'État, car en réalité, ils ferment souvent plus de jours que les seuls jours fériés, comme pour le 4 juillet cette année, où ils ont fermé le lundi suivant. Ce n'était pas un jour férié fédéral. Et ils ont fermé cette semaine mercredi avant Thanksgiving, et ce n'était pas un jour férié fédéral. Ou Black Friday, ils sont fermés aussi. Pas un jour férié fédéral, mais ils ferment 3 jours cette semaine et ils seront fermés pendant 3 jours pour Noël. Ils l'ont déjà annoncé la veille de Noël. Le jour de la veille de Noël n'est pas un jour férié fédéral. S'ils sont fermés, nous ne pouvons pas enregistrer votre document. Soyez-en conscients. Pour les délais de traitement, aucune entreprise ne peut déposer vos documents si le secrétaire d'État est fermé. Je veux donc être clair à ce sujet. Donc, si nous recevons vos documents avant midi, heure centrale, du lundi au vendredi, lorsqu'ils sont ouverts, nous allons garantir. Si nous les recevons avant midi, nous les déposerons à l'État du Texas. Ensuite, selon leur délai, cela change. Nous ne contrôlons pas cela. Aucune entreprise ne contrôle la rapidité avec laquelle ils traitent les dossiers. À l'heure actuelle, et nous modifions cela chaque mois comme en ce moment, dans quelques heures, cela va passer à décembre 2025. Donc, si vous regardez cette vidéo dans le futur, en 2026 ou 2027, oubliez ce que vous voyez dans cette vidéo. Ce qui compte, c'est ce qui est indiqué sur cette page. Juste ici, c'est le délai de traitement actuel pour le secrétaire d'État et je vais vous l'expliquer à travers nos exemples. Donc, à l'heure actuelle, en novembre 2025, il faut entre 0 et 2 jours ouvrables au secrétaire d'État pour délivrer des apostilles sur les documents. Et je vais vous expliquer ce que signifie 0 jour. D'accord? Donc, nous allons donner quelques scénarios ici. Donc, si nous recevons vos documents par courrier ou dépôt avant midi, heure centrale, nous allons déposer vos documents, alors il est possible, mais pas probable, que le secrétaire d'État délivre votre apostille le jour même. Donc, le même jour signifie 0, c'est-à-dire que nous recevrons votre document à midi ou avant ce jour-là. Nous allons le déposer ce jour-là et il se peut qu'il le délivre le même jour. Nous allons vous les renvoyer le même jour. C'est ce qu'on appelle 0 jour. Ou bien il se peut que cela prenne jusqu'à 2 jours ouvrables après que nous l'ayons déposé pour qu'il vous le délivre. D'accord, je vais donc expliquer nos exemples ici. Donc, scénario 1. Nous recevons vos documents avant ou à midi, heure centrale, notre heure limite, un lundi. Et ensuite, nous le déposons ce même jour.
Le secrétaire d'État délivrera soit une apostille sur vos documents le même jour, ce qui correspond à 0 jours. Le jour ouvrable suivant, il pourrait le faire, ce qui correspond à 1 jour ou 2 jours ouvrables. Donc, dans le pire des cas, vous le recevrez et il vous sera renvoyé par courrier le mercredi. Donc, c'est le meilleur scénario si nous recevons votre document avant midi. D'accord. Deuxième exemple, si nous recevons votre document après midi, heure centrale. Donc, si vous nous l'envoyez et que nous le recevons à 2 ou 3 heures de l'après-midi par UPS, FedEx ou DHL, ou si vous le déposez à notre bureau à 2, 3 ou 4 heures, à 16h55, certains le déposent avant 17 heures. Ce lundi, nous le déposons aussi, car ensuite, nous ne pourrons le faire que le lendemain, au prochain jour ouvrable. Et il pourrait l'émettre ce même jour. Cela fait 0 jour. Il pourrait l'émettre le jour ouvrable suivant, 1 jour ou 2 jours ouvrables. Donc, dans le pire des cas, nous pouvons le récupérer et vous le renvoyer ce jeudi-là. Donc, encore une fois, dans les deux scénarios, si nous recevons votre document un lundi, que ce soit avant midi ou après-midi, ce sera prêt le mercredi ou le jeudi. Donc, encore une fois, dans le pire des cas, à moins qu'il n'y ait une apocalypse zombie, une révolte d'ORC ou une invasion extraterrestre, si vous le faites un lundi, il vous sera renvoyé par courrier le jeudi. Dans le pire, comme dans le meilleur des cas, cela peut vous être renvoyé dès le lundi. Donc, juste pour récapituler. Et je ne saurais trop insister là-dessus. Si vous vous rendez dans notre bureau principal à Austin pour déposer vos documents au lieu de les envoyer par courrier, cela n'accélère pas le processus. Peu importe si nous les recevons par dépôt ou par courrier, avant ou après-midi, le délai de traitement sera le même. Beaucoup de gens ne lisent pas notre site web, ne nous contactent pas et se présentent en pensant que ce sera fait le jour même. Et ce n'est pas possible parce que cela dépend du secrétaire d'État, c'est à eux de décider. Ils vont décider s'ils délivrent le document le jour même, le lendemain ou sous 2 jours. Donc, s'il vous plaît, à moins que vous ne viviez dans la région d'Austin, cela n'accélère pas le processus. Envoyez-nous vos documents en livraison express, comme nous l'indiquons à l'étape 2, et puis ces tarifs sont ceux en vigueur aujourd'hui. Ils pourraient changer dans les prochaines années ou au moment où vous regardez cette vidéo. Mais ne vous fiez pas à ce que dit cette vidéo. Suivez les indications ici. Quoi qu'il soit écrit ici, à cet endroit, à ce moment précis, c'est le tarif en vigueur. Pour le premier document, pour faire apostiller un document auprès du secrétaire d'État, c'est 95 frais de dossier inclus. Vous ne nous envoyez pas de chèque, de mandat ou de chèque de banque. Vous ne nous envoyez pas d'argent pour les frais de dépôt ni ne remplissez les documents. Vous ne nous envoyez pas encore le formulaire officiel de l'État. Nous avons nos propres formulaires et nous payons les frais de dépôt. C'est juste 95 pas de taxes, c'est tout compris. C'est tout ce que vous payez. Et si vous avez plusieurs documents, c'est à tarif réduit. Voici juste un petit tableau simple pour vous. Un document coûte 95. 2 à apostiller, et cela au même moment, 170, 3 documents, 245. C'est le tarif actuel. Et encore une fois, chaque document en plus est à 75 dollars. Quand vous serez prêt à commander, cliquez simplement sur ce bouton pour accéder au formulaire de commande d'apostille du Texas. Ceci concerne uniquement le Texas. Ce n'est pas pour la tarification fédérale ou la tarification des sociétés, ni pour les documents d'entreprise du Texas à apostiller ou les frais d'ambassade. C'est spécifiquement réservé au secrétaire d'État du Texas et aux documents texans, donc les documents qui sont notariés par un notaire du Texas ou les documents émis par une entité texane comme une ville, un comté ou le gouvernement de l'État, comme un acte de naissance texan, un certificat de décès, une licence de mariage, un jugement de divorce, des casiers judiciaires, des vérifications, un permis de conduire, des procurations, ce genre de choses. Voilà, c'est l'étape 3. Merci.